Merci beaucoup. Je suis très touché par votre introduction. Puis très touché de me retrouver ici. Confidence pour confidence, je vais rarement dans les synagogues. La fois dernière, ça devait être un mariage d'un ami, je pense. Et puis avant, le seul moment où j'ai dû aller dans une synagogue, c'est ma bar mitzvah. Mais j'étais le seul sans parents. Et c'était un sentiment terrible. Ils avaient tous des parents et des cadeaux. Et moi, j'étais seul. Et c'est un souvenir douloureux. Et j'avais appris par cœur les prières, parce que je ne savais pas lire. Et je me suis dit, je suis quoi, moi? Je suis quoi? Donc j'étais très bouleversé. Je le raconte là, et je le raconte dans un autre livre qui va paraître bientôt, ce sentiment de grande solitude de celui qui ne connaît pas. De celui qui ne connaît pas, comme si être juif, ça voulait dire d'abord connaître. Et je ne savais pas. Donc je me suis éloigné. Et vous savez comment j'ai retrouvé le judaïsme? En Afrique noire. Tout à l'heure, on en parlait un peu. On a picolé un peu avant de venir. Le rabbin m'a entraîné. Je regrette de ne pas avoir connu un rabbin comme ça quand j'avais 13 ans. Mais là, il y est allé sec. Il m'a... Bon. Et c'était en Afrique noire, en filmant des cérémonies initiatiques de sociétés africaines. Vous savez qu'ils ont des cérémonies d'initiation, etc. Et à un moment, l'un d'entre eux, je filmais ça, vraiment, j'avais 17 ans, j'ai quitté les classes avant le bac, j'avais 17 ans, pas encore 18 ans. Bon. Et ils m'ont dit, à quoi tu crois, toi? Je ne savais pas. Et donc, mais par contre, je sentais avec eux, avec ces Africains que j'ai filmés au Niger, c'était au Niger, la présence de ce qu'on appelle la présence divine. Mais comment l'exprimer quand vous ne savez pas? Je ne savais pas. Et puis après, je me suis dit, il faudrait que j'ai au fond l'envie, le sentiment physique de rencontrer Dieu. Et je me suis dit que banalité, monsieur le rabbin, pardonnez-moi, que si je n'avais pas eu le sentiment physique d'avoir été avec Moïse sur le mont Sinaï, je ne serais pas juif. Et être juif, c'est pas marrant. C'est compliqué. C'est pas gentil. Notre Dieu n'est pas gentil. Ouh. Regardez, moi j'adore l'histoire de Moïse. Et il passe son temps à monter, à descendre, etc. Et les autres qui étaient bien en Égypte, ils n'avaient pas envie de partir, tout ça, etc. Et souvent, hein. Bah, ils ne m'ont pas raconté, ils ne m'ont pas dit « Je vais te dire, Serge, voilà, on avait envie de rester en Égypte, on est obligé de partir. » Non, ils ne m'ont pas dit ça. Mais en tout cas, si on en croit à la Bible, il y avait le veau d'or, il y avait tout ça, c'est une exigence d'être juif. Une grande exigence, un grand devoir, une grande sollicitation forte. Et donc c'était très compliqué pour eux, pour nos ancêtres, hein, d'aller vers une terre invraisemblable, promise, dit-on, mais à qui? Peuple élu, oui, mais au second tour, comme on dirait en politique. C'est pas évident d'être juif, honnêtement. C'est pas évident. Et il n'y a pas de consolation. Enfin, regardez ce malheureux Abraham à qui on dit de tuer son fils, comme ça, hein, le fils... c'est compliqué quand même. Moi, on me demanderait de faire ça, je le ferai pas. Donc, on l'arrête au dernier moment. Hein. Mais, d'après ce que j'ai compris, mais vraiment au dernier moment. Hein. Donc, c'est pas simple. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que simplement, vous m'avez reçu avec tellement de gentillesse et de tendresse que je me crois autorisé à parler personnellement ici. Et je ne suis pas du tout un conférencier, comme vous l'imaginez. Et je suis incapable de... Bon. Alors, j'en viens au sujet. Allez. Mais j'étais dans le sujet. J'en viens plus précisément au sujet de ce bouquin. Ça s'est passé, ça s'est déclenché au moment de la manifestation républicaine du 15 janvier, après les attentats, les grands attentats, en particulier ceux de l'Hyper-Cacher. Je faisais à l'époque un film, ça m'arrive souvent, et je faisais à l'époque un film sur les coulisses du ministère de l'Intérieur.
J'étais là, le hasard, puis j'ai pu filmer tout ce qui se passait, vu du côté des flics, au ministère de l'Intérieur. Puis il y a la grande manifestation, et je filme. Et je rencontre des gens, et puis des gens me rencontrent. Puis il y a des gens même qui me reconnaissent, oui, ça arrive. Et ils me disent, je dis, vous voyez la qualité du dialogue, ça va, vous? On va partir. Quoi? On va partir. Une personne, 2 personnes, 10 personnes me disent la même chose. On va partir. On ne reconnaît plus notre pays, on ne reconnaît plus la France, on ne peut pas rester là. Ça m'a absolument, littéralement bouleversé. Et quand j'ai entendu après celui qu'on appelle Bibi, et que moi j'appelle le Premier ministre d'Israël, Israël vous donnera la sécurité que vous ne trouvez pas en France, enfin j'ai les mots exacts, la sécurité que vous cherchez, je trouvais que c'était parfaitement déplacé de dire ça là, et de séparer la population juive de France des concitoyens français. C'était pas le sujet. Et j'avais assisté à toutes les coulisses. Comment il vient, où on le met, est-ce que le car est blindé pour aller à, je sais pas où, à la République, là-bas. Enfin bon, j'ai filmé tout ça. Et donc, bon, et j'étais étonné de l'abondance des gens qui disaient « je vais partir, je vais partir ». Des gens que je ne connaissais pas, mais qui m'ont parlé. Alors dès le lendemain ou le surlendemain, je suis allé au centre communautaire juif de Paris, et j'ai filmé, lapsus, j'ai rencontré des gens qui préparaient leur alia. C'est comme ça que c'est venu. C'est en parlant avec eux. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange. J'écoutais ces femmes, ces hommes, j'écoutais aussi leurs profs, qui étaient des Israéliens, et qui n'avaient pas du tout la même vision d'Israël que ceux qui y allaient. C'était très étrange. Pour parler clairement, ils étaient tous de gauche, les profs israéliens, et les gens qui voulaient aller étaient plutôt de droite. Bon, moi je n'ai pas à juger ça, c'est comme ça. Ils rêvaient d'un pays magnifique, enfin, etc., où tout allait se passer formidablement, avec, comme vous l'avez dit excellemment, une identité enfin complète. C'est une dame qui me dit ça. Je suis devenu une personne complète. Bon, il y en a qui m'ont dit, je suis comme, vous savez, Jacob, le combat avec l'ange. Après, il boite. Je suis quelqu'un qui boite. Aller en Israël, je ne boiterai plus. C'est-à-dire, je serai enfin quelqu'un de entier. Donc j'entendais ça, et il y avait les Israéliens de gauche, là, un peu, enfin, d'après ce que je comprends, qui disaient « Ah, s'ils savaient ». Bon. Et moi, je n'avais pas à juger, j'écoutais. Et j'écoutais, et je m'interrogeais sur leur motivation. J'ai décidé de faire ce bouquin en me disant, puisque, après tout... Mais là, il me disait, mais toi, tu ne peux pas comprendre. Ah, c'est embêtant. Parce que tu ne fréquentes pas les synagogues. Tu es un peu connu, tu as un peu de fric, tu habites où d'abord? À Saint-Germain-des-Prés, aïe, 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 qu'est-ce que j'avais pas dit? Si tu habitais Sarcelles, au moins, tu pourrais parler. J'étais pas un juif convenable. Ce qui était très ennuyeux, parce que moi, je me sens un juif très convenable. Et je ne supporte pas qu'on mette en question mon judaïsme. Je ne le supporte pas. Je ne supporte pas, et ça m'émeut. Chaque fois qu'on me parle de ça, je suis parfaitement, touché. Personne n'a à dire, toi tu es vrai et toi tu es faux. Personne. Personne. En tout cas, je pense que l'Éternel n'aurait pas supporté ça. Donc, je suis allé avec amour en Israël plusieurs fois, Israël que je connaissais très bien. J'étais allé dès que j'avais 12 ans. À la mort de mes parents, j'avais un oncle en Israël qui avait fait son alia, on n'appelait pas ça alia. Il est parti en 48, quoi. Et on n'appelait pas ça alia, je crois pas. Enfin, il est parti. Et moi, j'y suis allé donc, dès que j'avais 12 ans, c'est-à-dire en 59, un truc comme ça. Et donc, je suis allé beaucoup, tous les étés, dans des kibboutz. Et j'adorais cet Israël utopiste, égalitariste, plein
Puis j'adorais les petites filles israéliennes, j'avoue aussi. Enfin, bon. Je trouvais, non, mais elles étaient mignonnes quand elles montaient aux arbres pour enlever les fruits, tout ça, etc. Elles avaient des petites culottes, comme ça, des petites shorts. Elle ressemblait à Sylvana Mangano dans Riamer. Comme j'étais déjà cinéphile, je me disais, tiens, c'est pas mal d'être là. Et donc j'allais beaucoup en Israël. J'ai aussi été en Israël très vite dans mon métier pour filmer les guerres. Et ce que je raconte dans ce livre, c'est cet amour-là que j'ai eu pour Israël, très fort. Très fort. Au moment de la guerre des 6 jours, je me suis inscrit pour y aller. J'étais donc un juif classique de la diaspora. Enfin, bon, je voulais y aller. Mais c'est fou, là, ils ont fini la guerre avant que j'y aille. Donc c'est un peu... Ils auraient eu la courtoisie de m'attendre, mais non. Bon. Donc je suis arrivé un peu en retard. Mais en tout cas, je me suis inscrit, ce qui était tout à fait étrange. Et donc voilà. Et après... le bouquin raconte mon rapport avec cet oncle que j'adore. C'était le correspondant du Monde et de l'ERTF, l'ERTF ça s'appelait à l'époque, en Israël. Il s'appelait André Semama. Et cet André Semama, là, juste après la guerre des 6 jours, je filme la guerre des 6 jours. À défaut de la faire, je la filme. Et on revient du canal de Suez. On roule, on s'assoupissait un peu, pas lui heureusement parce qu'il conduisait, mais moi oui. Et à un moment je lui dis, c'est trop grand, vous ne pouvez pas garder tout ça. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Et il freine, il pile comme ça, et il me dit, descends. Quoi descends? Descends. Puisque tu aimes tellement les Arabes, reste avec eux. Ambiance. Ambiance et angoisse. Je suis descendu. Et je suis resté 3 heures, c'est long, 3 heures. Ma mère, si elle avait été vivante, n'aurait pas supporté ça, de son frère. Et je suis resté comme ça 3 heures en me disant, peut-être que j'ai été maladroit, enfin, bon, je ne sais pas. Mais en même temps, j'étais fier d'avoir affirmé quelque chose, qui s'est avéré pas totalement stupide après. Et après, il est remonté, il est revenu me chercher quand même un vieux fond d'humanité, l'a secoué. Je l'adore, ce mec. Hein. Il me cherchait, il m'a fait remonter dans la voiture et il m'a raconté l'histoire des Alias. Et c'est cette histoire-là que je raconte là. Genre des questions aussi bêtes que combien il y avait de Juifs en Israël en 1881. Quelles sont les histoires différentes des Alias, les temps différents des Alias? Comment ça s'est passé? Qui venait de quel pays? Comment, pourquoi, etc. Et c'est pas, on raconte des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et j'ai vérifié les chiffres, les dates, les moments, et on a beaucoup ri dans cette voiture, dans laquelle j'ai failli, comme vous imaginez, périr dans le désert d'inanition, qui pour un type comme moi est quelque chose de terrible. Et donc c'était un moment formidable. Mais j'aimerais bien une question de relance. Parce que je peux continuer comme ça pendant 3 heures. Et je vais vous ennuyer. Donc je ne veux pas vous ennuyer. Je veux vous dire simplement que j'ai, après avoir été 1000 fois en Israël, enfin, j'ai voulu comprendre ce qui se passait dans cette grande frayeur des Juifs français vers Israël, qui les a poussés à aller en Israël ces dernières années, 20 000 en 3 ans. C'est quand même, je voulais comprendre ce qui se passait. Comprendre ce qui se passait. Alors, je posais des questions bêtes. Pourquoi? Bon, il y avait, d'un côté, les attentats. D'accord. Il y a... D'accord, ça on comprend. Donc on peut dire sommairement, et j'aime pas le mot, hein, alia de la crainte, alia de la peur, alia de... Bon, j'aime pas le mot. Il y avait le côté, on se sent plus chez nous, en France. Ce pays, on l'aimait vachement, on l'aimait énormément, on ne l'aime plus comme avant. Bon. Après, il y avait l'alia, sur fond, tout ça, ne jamais oublier, sur fond de religiosité. C'était des gens qui, contrairement à moi, fréquentaient les synagogues, savaient lire l'hébreu, avaient la chance de connaître des rabbins comme celui qui nous reçoit aujourd'hui. C'est gentil ce que je dis. Et il prend un air songeur, mais c'est vrai. Moi, je n'avais pas la chance de vous connaître avant, mais je vais peut-être faire mon alia vers Lille maintenant pour... Et donc
bon, il y avait ça. Il y avait une alia, des mélanges de différentes raisons qui font que des gens de tous âges, de tous milieux sociaux, de tous lieux, 70% venant quand même de la grande couronne de la région parisienne, hein, et d'autres plus tard, des gens à la suite de ce qui se passait à Toulouse, des familles de Toulouse entières qui venaient. Je ne peux pas parler pour Lille, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il y en a. Ouais. Et bon, alors, donc j'ai essayé de les rencontrer, j'ai essayé de leur faire parler et de comprendre les motivations qui les poussaient à partir. Et honnêtement, je m'interdisais toute réflexion devant eux. Ce qui m'intéressait, c'était leur parole. Et leur parole, elle est là. C'est-à-dire que c'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent. Moi, je me contentais, vous savez, de faire ça comme ça. Ah oui. Ce qui est un métier facile à faire, au fond. Le problème, c'est de provoquer la rencontre. Et quand on provoque la rencontre, lorsque la rencontre se crée, c'est tout à fait émouvant parce qu'il se trouve que j'ai une passion pour l'autre. En quoi il est différent et mon frère en même temps en différence. Donc voilà, je les ai fait parler. Une question serait la bienvenue à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai essayé de les faire parler, de comprendre, sachant par ailleurs que 30% d'entre eux revenaient, alia aller-retour, alia Boeing. Je suis allé souvent à Roissy voir les types qui partaient le vendredi ou qui revenaient à la fin du Shabbat ou qui repartaient dans l'autre sens, etc. Ah bon, plein de trucs comme ça. La non, comment dire, des diplômes, la non-équivalence des diplômes. Vous vous rendez compte de dire à un juif, non, tu ne peux pas être médecin, avocat, dentiste, tous les métiers que font les juifs en général. Non, parce qu'il n'y a pas de non-équivalence, il n'y a pas d'équivalence des diplômes. C'est très embêtant. Si on avait dit, tu ne peux pas être plombier zingueur, il n'y aurait pas eu forcément de retour. Là, il y en a eu beaucoup, 30%. Et voilà. Mais il n'empêche que ces alias avortés m'ont paru comme des histoires d'amour ratées. Et ils en parlaient avec beaucoup de mélancolie. Ils en parlaient avec beaucoup de... Oui, comme quand on a une histoire d'amour qui tourne court, qui se termine mal. Ah, quel chagrin. Aucun d'entre eux ne m'en a parlé avec contentement. Hein. Ils avaient raté un truc. Ils avaient raté leur rencontre avec la Terre. Et ça m'avait beaucoup ému. Cette mélancolie qu'ils exprimaient. Ce sentiment de ah, j'ai raté un truc. Bon. Puis peut-être qu'il y avait des choses de France qui leur manquaient. Hein. La sécurité sociale, la vie sociale, les protections, les machins. C'est un pays dur, Israël, compliqué. Et ils se sentaient, bon, pas si à l'aise que ça. Mais personne ne leur avait dit ça avant. Donc voilà, tout ça m'a ému, et j'ai fait plusieurs allers-retours, moi, pour ce bouquin. Et je prépare un autre film pour le 70e anniversaire de l'État d'Israël, bientôt.